Comme annoncé par l'opposition politique, des citoyens arpentent les rues de Ouagadougou ce 3 juillet. Ils demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité de chaque Burkinabé. Ambiance dès l'ouverture de cette édition. Nous irons dans cette édition à Kongoussi à la rencontre de 3 orpailleurs, Djibril, Isaka et Ali Zongrana. Leur dénominateur commun, ils ont fait fortune grâce à l'orpaillage. Alors comment se sont-ils pris? La réponse dans la rubrique Une semaine A de cette édition. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour. Ambiance donc de la marche à Ouagadougou et dans les régions à suivre en cours de journal. Nos reporters qui viennent de rentrer de cette marche. L'Assemblée nationale qui est présente dans la ville de Sia à la faveur de ses premières journées de redevabilité. Ce matin, elle a remis du matériel au centre hospitalier universitaire Sorosanou. Ce don qui est composé de lits et d'une somme d'argent est mobilisé grâce à l'apport de chaque député. Le compte rendu de Bernard Kombelem et Abdel Aziz Diadjibou. Les bras chargés de cadeaux, les élus nationaux rendent une visite matinale aux locataires du centre hospitalier universitaire Sorosanou de Bobo-Dioulasso. En plus de 40 lits d'hôpitaux avec matelas électrifiés offerts au nom de la représentation nationale, les élus ont individuellement fait parler leur cœur pour soulager un tant soit peu les occupants du CHI, notamment ceux les plus vulnérables. Les honorables députés, individuellement pris, chacun a fait parler son cœur. Dans ces émoluments, dans ces indemnités, ils ont choisi à l'unanimité, ils ont décidé à l'unanimité chacun de mettre à disposition la somme de 200 000 francs par député. Et ça, c'est une contribution volontaire pour la région des Hauts-Bassins. Et multiplié par 127, nous sommes à 25 400 000 francs que nous ajoutons à ces 40 000. Un élan de solidarité accueilli à bras ouverts par le personnel soignant et les premiers responsables du centre hospitalier universitaire. Il s'agit d'un don de grande valeur. Les 40 lits seront extrêmement utiles pour la structure. Nous voulons déjà vous rassurer que ce matériel sera effectivement utilisé à bon escient et que ça va servir aux patients. Le don également en finance qui a été ajouté. Nous allons regarder ce qui peut être fait pour que les personnes qui ont le plus besoin puissent vraiment bénéficier de ce don-là. Outre ses missions constitutionnelles, le Parlement met à profit ses partenariats et relations diplomatiques pour œuvrer aux côtés du gouvernement pour le plein épanouissement des populations. Les bibliothèques et archives du Burkina, enrichies de 2 ouvrages publiés par l'Assemblée nationale. L'un des livres traite des questions de parlementarisme de développement et l'autre, lui, est présenté sous forme de recueil de discours du président de la 7e législature. Ces 2 œuvres sont dédicacées hier à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Le film avec Bernard Kombelem et Abdelaziz Diadjibou. Remonter dans le temps pour s'abreuver à la source de l'histoire du Parlement du Burkina, jadis Haute-Volta, et explorer les jalons posés par les grandes figures qui l'ont animé, c'est bien possible à travers les pages de cet ouvrage. Un livre pensé et édité par l'Assemblée nationale elle-même sous l'impulsion de son président actuel, Alassane Balassa Kandé. Fidèle à son intitulé « Le parlementarisme du développement », l'ouvrage de 262 pages met un point d'honneur sur les lois votées, les actions, les réalisations et les perspectives de la 7e législature. De par la captivité de ces pages et illustrations, le document fait mention spéciale aux icônes politiques qui ont marqué de leur empreinte la vie de la représentation nationale, dont le défunt président Salifou Diallo. Revisiter le cheminement de la 7e législature, c'est aussi replonger dans les profondeurs des discours prononcés par Alassane Balassa Kandé lors des différentes sessions et autres grandes rencontres. Des discours désormais logés in extenso dans ce tout autre ouvrage de 340 pages publié sous forme de recueil par l'Assemblée nationale. Le déclic est venu le jour où j'ai reçu les cracks de la nation. Et il y a eu une petite fille du nom de Dao Fatoumata. Ce jour qui m'a posé tellement de questions, si bien qu'après je me suis posé la question de savoir pourquoi ne pas transcrire sur des documents ce que nous avons fait pour les générations futures.
nous allons faire de telle sorte que cette 8e législature également puisse laisser écrire du marbre sur du marbre ce qu'elle a fait pour la 9e législature et pour les générations futures. Ces ouvrages décryptés par des anciens avisés de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso sont perçus par ces derniers comme des documents à fort potentiel politique, idéologique et pédagogique. C'est un document qui vient à point nommé. Voilà pourquoi il a été dédicacé ici. C'est un document qui traduit certains idéaux, n'est-ce pas, qui devrait permettre, n'est-ce pas, de nourrir tout ce qui est aussi comme guide qui puisse être exploité et comme document civique dans l'encadrement donc de nos étudiants. Mieux, le président de l'Assemblée nationale promet œuvrer à une large diffusion du contenu de ces ouvrages dans les écoles primaires et universités et partout où besoin en est. Comme pour faire d'une pierre deux coups, l'Assemblée nationale a aussi remis du matériel aux lauréats de jeux radiophoniques organisés dans le cadre des premières journées de redevabilité. Allons à présent suivre l'ambiance de la marche du 3 juillet à Ouagadougou. Ils ont répondu à l'appel de l'opposition politique et ils étaient dans les rues de la capitale ce matin pour marquer la solidarité et l'union nationale face au terrorisme. Une manifestation ponctuée de marches-meetings et un message dans lequel demande est faite au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin qu'aucun Burkinabé ne meure de suite d'actes terroristes. Ambiance de cette marche dans les rues de Ouagadougou avec Salif Belem et Yann Kiteda. Munis de drapeaux, ils répondent à l'appel du chef de file de l'opposition politique. C'est un appel pour dire non à l'aggravation de la situation sécuritaire au Burkina. Pour se faire entendre, les manifestants ont investi les rues de la capitale contre ce qu'ils qualifient de 5 ans de tâtonnement, d'hésitation, ponctués de mauvaise gestion de la crise sécuritaire. L'opposition réitère sa disponibilité pour discuter de toutes les questions relatives à la sécurité de notre pays et appelle donc à l'organisation urgente des assises nationales sur la sécurité. Mais d'ores et déjà, au regard des conséquences socio-économiques dramatiques du terrorisme, l'opposition politique réclame dans l'urgence la dotation conséquente des forces de défense et de sécurité en matériel adéquat, notamment des aéronefs capables d'opérer une vision aérienne nocturne. Demande la mise en place d'un dispositif pour une réponse rapide aux appels à l'aide des VDP et des populations en cas d'urgence. À cette marche-meeting, l'opposition politique a fustigé le pouvoir en place pour sa malgouvernance, dit-elle. C'est la première grande manifestation de l'opposition après les élections de novembre dernier. Et pour les initiateurs, c'est un coup de maître. Les citoyens sont sortis dans le calme et ont manifesté leur mécontentement sur la conduite de la politique de sécurité dans notre pays. La même manifestation a lieu dans les 45 provinces du pays, selon le chef de file d'opposition politique. Par cette manifestation, Edi Komboïgo et ses camarades entendent mettre la pression sur le pouvoir pour rétablir d'une part l'intégrité territoriale en perdition et réclamer une gouvernance vertueuse d'autre part. Toujours en réponse à l'appel de l'opposition politique, des citoyens sont également sortis dans les régions pour protester contre la multiplication des attaques terroristes au Burkina. À Bobo-Dioulasso, à Kaya et à Fadangouma, les manifestants exigent du gouvernement des solutions idoines pour venir à bout du terrorisme au Burkina. Comme vous le voyez dans les images, le niveau de mobilisation diffère d'une localité à une autre, mais les messages des manifestants sont remis aux autorités locales. Dans un tout autre registre, c'est un cadre d'échange entre gouvernants et gouvernés qui a mobilisé ce 2 juillet à Manga 4 ministres, le secrétaire du gouvernement et les populations. Les ministres ont à l'occasion exposé les actions entreprises pour la construction de la nation, en particulier pour la région du centre-sud. Les populations, à leur tour, n'ont pas manqué de faire entendre leurs préoccupations. Le point avec Siela Sina Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly.
L'exercice est celui de la redevabilité et il est ici mené par une délégation gouvernementale forte de 5 membres. Tour à tour à cette tribune, chaque ministre est passé faire le point de l'action gouvernementale avec une halte sur celle concernant la région du Centre-Sud. Et c'est Zéphirin Diabré qui donne le ton. Après avoir exposé la vision du président du Faso, il dresse la typologie des problèmes de réconciliation au Burkina et leur complexité, puis donne la feuille de route pour aller vers une réconciliation véritable. Sur le plan de la justice, la bonne nouvelle est l'ouverture prochaine du tribunal de grande instance de Pau et la rénovation en vue du palais de justice de Manga. Au département de l'eau et de l'assainissement et celui des ressources animales et halieutiques, des acquis mais aussi des perspectives. Nous avons réalisé en 2020 175 forages neufs, 37 forages réhabilités, 32 AEPS ou postes d'eau autonomes neufs, 54 latrines dans les écoles et centres de santé, 12 latrines publiques, 10 082 latrines familiales et 548 puisards, le tout pour un coût estimé à 369 millions. Un certain nombre de barrages ont été réceptionnés en 2020. Il s'agit du barrage du PLC dans le Bazéga. Les travaux sont achevés et réceptionnés. De Guidissi dans le Bazéga toujours, plus précisément dans la commune de Doulougou. Travaux achevés et réceptionnés. Nous allons poursuivre les actions déjà engagées par le département et également par les partenaires, avec le FODEL qui entrevoit construire des parcs de vaccination et des forages, et le MODEM qui est un projet qui compte construire des biodigesteurs, le PADELB, le complexe de parcs de vaccination mixte, le PACAO pour la construction de l'huilerie, également la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme. Cette dynamique de communication de proximité est bien appréciée par les forces vives de la région du Centre-Sud. Pour elles, ce cadre d'échange permet d'avoir l'information de source et de créer un climat de confiance entre gouvernés et gouvernants. Si vous ne faites pas la bonne communication, ceux qui font la mauvaise là supplantent et donnent de mauvaises idées. Et dès qu'on est bien informé, ça permet alors de s'assumer. En tant que femme et actrice de changement, nous saluons en tout cas cette initiative et nous encourageons le gouvernement à poursuivre sur cet élan. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous repartons sur Ouagadougou pour rendre compte à la hiérarchie, à notre hiérarchie, à savoir le Premier ministre et le président du Faso, de rendre compte donc de la teneur de nos échanges et transmettre fidèlement les questions et les doléances qui ont été soulevées par les populations. Des préoccupations qui se résument à l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau potable, la santé et les infrastructures routières. Des propositions ont également été faites à cette rencontre pour la conduite de la réconciliation nationale et pour l'amélioration de la situation sécuritaire. Semaine nationale de la salubrité, le top de départ des activités est donné hier vendredi à Zignaré. En une semaine, les populations seront sensibilisées sur la nécessité d'assainir leur cadre de vie, au menu également des opérations de nettoyage des panels et des jeux radiophoniques. Détail avec Gérard Sommet et Isia Kanana. Opération Ville propre ce vendredi matin à Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central. Muni de râteaux, de manchettes, de brouettes, de taxi-moto, hommes, femmes, autorités administratives, tous sont là pour assainir leur cadre de vie. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique qui donne le ton. Avant, il y avait des pratiques. Devant chaque ménage sortait le matin. Il y avait un petit ménage qui se faisait, un nettoyage devant les cours. J'appelle les populations à reprendre en tout cas ces pratiques-là, à nettoyer les maisons, nettoyer les devantures des cours et surtout à mettre les déchets dans la poubelle. La Semaine nationale de la salubrité est ainsi officiellement lancée.
Entre panels et jeux radiophoniques, cette semaine nationale de la salubrité, c'est aussi et surtout 7 jours axés sur la réflexion, l'information et la sensibilisation en matière de gestion des déchets sur l'ensemble du territoire national. La question de la gestion de l'environnement ne s'arrête pas seulement à la plantation des arbres et à l'entretien de ces arbres. La gestion donc, des déchets est un problème important pour notre vie. Parce que vous savez, quand vous jetez même une pile au hasard, vous ne savez pas ce que ça peut devenir dans 1 an ou dans 2 mois. Quand vous vous mouchez, vous prenez votre et puis vous posez par terre, vous ne savez pas ce que ça va devenir dans 1 mois. Donc vous avez des eaux qui sont autour de nos concessions. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux uns et aux autres de faire en sorte qu'il y ait de la salubrité autour de notre milieu de vie. Une vie saine dans un environnement sain, l'ambition est affichée. Et pour la protection et la préservation de l'environnement, du matériel d'assainissement est ici remis aux acteurs intervenant dans la région du Plateau central. La 2e édition des universités judiciaires de l'Ordre des avocats du Burkina a débuté hier à Ouagadougou. Il s'agit pour les acteurs d'identifier les difficultés qui minent le secteur de la justice, notamment dans le rendu de la décision. Les activités se déroulent sous le thème « Rôle de l'avocat dans l'amélioration de la justice au Burkina ». Rasmane Zondi et Boukari Ouedraogo. Loin des prétoires, les acteurs judiciaires se sont donné une journée pour réfléchir sur le rôle de l'avocat dans l'amélioration de la justice au Burkina Faso. Une justice, divers acteurs et des divergences très souvent dans le rendu des décisions. La justice est le fait de plusieurs acteurs et chaque acteur a son rôle à jouer. Et très souvent, les rôles s'entrechoquent dans leur rendu. Et donc, il est nécessaire qu'à certains moments, nous puissions nous retrouver. Se retrouver pour élever les entraves au bon rendu de la justice, le tout pour la satisfaction des justiciables. Depuis un certain temps, et de tout temps, la justice a toujours été décriée, que ce soit au Burkina ou ailleurs, parce que les justiciables ne sont pas satisfaits de la célérité accordée au traitement de leurs dossiers et des décisions qui sont rendues. Inverser cette situation, voici tout l'enjeu de ces universités judiciaires du barreau burkinabé qui visent principalement à bâtir une justice libre et efficace au service des citoyens. Pour rappel, ces universités judiciaires de l'Ordre des avocats ont été instituées en 2015 et la première édition a eu lieu en 2018. Dans la rubrique « Une semaine à Kongoussi » de ce samedi, nous faisons connaissance avec 2 orpailleurs, Djibril et Isaka. Les 2 ont commencé par le bas de l'échelle et aujourd'hui, ils sont à l'abri d'un certain nombre de besoins. Alors, comment se sont-ils pris et quel est le chemin parcouru? Découverte dans ce portrait croisé que vous proposent Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Il est 7 h du matin et c'est l'heure pour Djibril Niampa de se rendre au travail. Comme chaque matin, il fait le tour des sites d'orpaillage en vue de s'imprégner des nouvelles de ses trous. Il est dans le métier depuis son enfance. À 42 ans, Djibril et l'orpaillage, c'est une affaire de cordon ombilical. L'orpaillage est une question de famille chez nous. C'est ainsi que nous aussi avons commencé à Alga avant d'aller sur d'autres sites. Il a commencé par le bas de l'échelle. D'abord pour ses frères, ensuite pour lui-même. C'est ainsi qu'en 2009, Djibril obtient plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et la première des choses, il réalise un forage au profit de son village Alga dans la commune rurale de Bourzanga. Nous avons prélevé environ 5 millions de francs CFA pour réaliser le forage afin que les parents aussi sachent que leur fils a réussi. Lui aussi a commencé par le bas de l'échelle. Natif de Nafo dans la commune rurale de Bourzanga, Isaka Kinda est un orpailleur qui force l'admiration de son entourage. De creuseur à propriétaire, pour lui, l'argent de l'or n'est pas maudit, contrairement à ce que pensent certains.
Tout dépend de l'utilisation que vous en faites. L'argent de l'or est le même que pour les autres activités. Si tu investis mal, tu n'en profiteras pas. Ce n'est pas Djibril qui dira le contraire, lui qui avec cet argent va s'offrir d'abord un toit, ensuite acquérir d'autres trous et enfin investir dans l'immobilier. À son actif, plus d'une centaine d'employés permanents et plusieurs autres œuvres au profit de sa communauté. J'ai déjà réalisé 2 logements pour enseignants, curé le marigot du village, construit des mosquées. J'ai aussi réparé l'ambulance de Bourzanga qui était sur cale depuis longtemps à environ 2 millions de francs CFA. Tout comme Djibril, Issaka également a beaucoup investi dans le social. Ce sont des mosquées, des appuis et dons au centre de santé et école de la zone. Désormais, nos 2 orpailleurs explorent le terrain du commerce pour plus de rentabilité. Lui aussi est bien connu dans le milieu de l'orpaillage. Ali Zungrana a abandonné l'enseignement et la fonction publique pour s'adonner à la recherche du métal précieux. Il est aujourd'hui un entrepreneur qui force l'admiration dans son entourage, suivant son portrait avec Siela Sinawatara et Ahadi Sondamba. Les ampoules, c'est eux qui doivent changer. Un nouveau jour se lève pour Ali Zungrana. Au bout du fil, un de ses employés. Il donne des instructions pour résoudre une panne de climatiseur dans l'une de ses maisons en location. Des coups de fil par-ci, des visites terrain par-là et des voyages sur les différents sites d'orpaillage, c'est le vécu quotidien de Ali ici à Kongoussi depuis qu'il est dans les affaires. Instituteur de formation, Ali a abandonné la CREA en 2011 après seulement 3 années de fonction. Avant, quand tu avais la fonction publique, c'est comme si c'était une garantie pour la vie. Mais au fil du temps, on a vu que ce n'était pas ça. Donc je suis parti. Un départ qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes au sein de la famille, notamment sa femme qui n'a cessé de lui faire la morale. Mais Ali ne changera pas d'avis. Il s'en tient à sa décision. Mieux, il va prouver à la famille qu'il a fait le meilleur choix. Il va donc se consacrer uniquement à l'exploration minière. À l'enseignement, ce que j'ai gagné, aujourd'hui peut-être que je gagne le triple ou plus. Donc je ne regrette pas. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, peut-être que si j'étais à l'enseignement, je ne pourrais pas l'avoir. Actuellement, j'ai pu acheter des parcelles, j'ai pu acheter des véhicules, mettre en location. Bon, j'ai créé mon propre entreprise avec le grand frère. Petit à petit, Ali continue son petit bonhomme de chemin de jeune entrepreneur. Il va donc chercher à diversifier ses sources de revenus. C'est ainsi qu'il créa une entreprise de location de véhicules et de maisons uniquement au profit des ONG intervenant dans la zone de Kongoussi. Ali Zungrana est actuellement sur 3 fronts. L'exploration minière, j'ai mis une pause là-bas parce que actuellement pour aller à l'exploration minière, il me faut un contrat. Alors qu'actuellement, ma position ne me permet pas de signer un contrat avec une, ça ne me permet pas de travailler dans les autres. Parce qu'actuellement, je suis dans la location avec le conseil sécuritaire. Il y a les ONG avec qui je travaille, je mets des véhicules en location. Donc il faut suivre tout ça. Je suis dans l'exploration et l'exploitation artisanale des cellules mécanisées. Donc j'ai des équipes qui travaillent là-bas. 10 ans après, l'on peut affirmer sans doute que l'objectif de Ali Zungrana est atteint. Il est installé à son propre compte et au total, une 60aine d'employés permanents. Actuellement, j'ai des véhicules en location. On a des chauffeurs dans les différentes ONG qui conduisent les véhicules là-bas. On a au moins 12 véhicules. Maintenant, au niveau de l'exploitation artisanale, là-bas, j'ai au moins 3 trous sur lesquels les gens travaillent. Au moins sur chaque trou, on a plus de 15 personnes qui travaillent sur chaque trou. Ali Zungrana travaille actuellement en partenariat avec beaucoup de ses frères, notamment dans la location de véhicules et maisons, car désormais la demande dépasse l'offre et Ali n'a pas les moyens nécessaires pour y faire face. Une stratégie qui lui permet également de se faire la main en matière de business. Page culture de cette édition, l'artiste musicien Flobi gratifie ses mélomanes d'un nouvel album. Wenso, le 6e album de la star burkinabé, a été présenté au public ce 30 juin à Ouagadougou. De son imagination fertile, le chanteur a composé 18 titres qui abordent des thèmes différents, des chansons d'amour, de méditation et des titres qui font danser. Flobi est entré en scène depuis 2006. Il est sans contexte l'une des figures emblématiques actuelles de la musique burkinabé. Un artiste qui manie la langue morée avec art.
Floby est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son nouveau-né, Wenso. Bonjour Floby. Bonjour madame. Dites-nous d'entrée de jeu comment se porte le Baba national. Très bien, mais avant tout propos, j'aimerais vous dire un grand bonjour. Un bonjour à tous ceux-là qui sont câblés sur la RTP et à tous les personnels de la RTP. Merci pour tout. Et le Baba national se porte très très bien. Grâce à Dieu et grâce à vos bénédictions. Votre 6e album Wenso a été dédicacé le 30 juin dernier à Ouagadougou. Voilà, Wenso qui signifie en moré tout appartient à Dieu. Comment se porte ce nouveau bébé? Très bien. Déjà en quelques jours de la sortie, puisque l'album est sorti le 30, voilà, en quelques jours, le retour est vraiment satisfaisant. Les fans sont contents et ils font signe et les CD s'arrachent comme des petits pains. Donc je vois que le boulot a été apprécié à sa juste valeur. Donc ça encourage et ça galvanise. 18 titres, vous avez une imagination fertile. Et comment étaient les circonstances de préparation de cet album? L'album a été enregistré dans de très bonnes conditions parce que je n'ai pas changé l'équipe qui gagne. Je suis resté avec le même staff depuis 2006 à 2021. Et aussi les arrangeurs n'ont pas été changés, notamment comme Petit Zano, PC, avec Kevinson. Donc, c'est des arrangeurs qui me connaissent bien, c'est des arrangeurs que je connais bien. Donc, la composition aussi a été vraiment fait-il que, comme vous l'avez dit, on n'a pas forcé vraiment les choses. Donc, difficulté comme ça concernant l'enregistrement de l'album, on n'en a pas eu. Le même staff, mais aussi la même date, le 30 juin, oui. Une date quand même culte pour l'artiste, le Baba national. Une date que vous tentez de respecter à chaque sortie de vos albums. Parce que c'est une date, beaucoup de personnes se posent la question pourquoi le 30 juin. J'ai juste choisi le 30 juin parce que le premier album est sorti le 30 juin. Et le 30 juin, en 2006, c'est Commandant Papier, mon producteur, qui l'avait choisi. Et j'ai vu que le 30 juin m'a porté bonheur. Donc j'ai décidé de garder cette date pour mes grands événements. Et voilà, notamment les grands concerts et les sorties des albums. Sorties d'albums, mais aussi des ambitions. Voilà. Quels sont vos défis pour le futur? C'est l'international, comme d'habitude. Comme j'ai l'habitude de le dire, on réalise un rêve et on donne naissance à un autre rêve. Côté national, Dieu merci, grâce à cette population-là, grâce à ces fans-là, grâce aux hommes de médias au Burkina Faso, c'est un acquis. Maintenant, on essaie toujours, comme d'habitude, de percer le mystère en allant en international. Donc, avec cet album, d'abord, je vais présenter au Mélomanes burkinabé avec une quinzaine de dates. Voilà, une tournée pour quand même présenter l'album à mes fans avant de continuer. Et après, en décembre, j'irai du côté de Lagune Éblier pour un concert au Palais de la Culture, en Côte d'Ivoire, pour un concert au Palais de la Culture. Et après cette retour, je n'oublie pas Ouagadougou, il y aura un grand concert. On est en train de cogiter entre les soirs du lieu. Voilà, le Baba national, c'est connu. Le Burkina traverse une situation difficile. Il est le pied attaqué. Voilà, par des terroristes. Ouais. Comment vous, l'artiste, vous vivez la situation? Très dur, très dur. Moi, personnellement, étant artiste, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait mal au cœur qu'il y a des localités que je ne puisse plus partir. Moi, personnellement. Et ça me fait un grand pincement au cœur que ma population, cette population-là, n'arrive plus à vaquer à leurs occupations. Ça me fait un grand pincement au cœur de voir ces milliers et des millions, ces millions de déplacés chaque fois. Donc, c'est vraiment compliqué pour l'art et vraiment, je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, on prie le bon Dieu qu'il met sa main de paix sur mon pays. Sinon, vraiment, la situation, ça ne va pas du tout. Et quel est l'appel que vous, en tant que Floby et le Baba national, pouvez lancer au profit de la paix et de la cohésion au Burkina? La paix. Rien ne dépasse la paix. Et en Moré, on dit, couvre-vous, ne devons pas les jours. S'il y a une pierre qui tombe d'en haut, chacun attrape sa tête, c'est vrai. Mais je vous assure que si nous nous unissons, je suis sûr et certain qu'on trouvera une solution. Et vivement qu'on trouve la solution pour Inch'Allah. La paix et la cohésion Inch'Allah. Au Burkina. Je sais que le maître suprême nous entend, Dieu Tout-Puissant nous attend et qu'il exauce nos prières et qu'il nous redonne la paix. Voilà. Moi personnellement, j'aimerais aller jouer à Djibo. J'aimerais aller fredonner mes mélodies dans le nord. Et voilà.
Merci Floby d'être venu vous prêter à nos questions. Merci et bon courage à tous les SDF qui sont au front actuellement et que Dieu veille sur vous. Bon vent à Wenso. Merci madame. Bon vent à Floby. Merci. À cette belle carrière qui est votre. Merci. Voilà. Et ça, c'est Wenso. C'est Wenso. Merci Floby. Merci beaucoup madame. Et page culture de cette édition. Le sport aujourd'hui est consacré au bilan du Faso Foot et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 460 millions de spectateurs ont suivi le championnat national de football de première division. La recette s'élève à plus de 63 millions de francs CFA, une annonce faite par la Ligue de football professionnel au cours d'un point de presse animé ce jeudi en présence de Daouda Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo. Suivant. L'AS Sonabel sur le toit du Faso Foot a Sami Sansanda, meilleur buteur avec 22 réalisations. Au total, 597 buts inscrits, 64 cartons rouges, dont 10 pour les Léopards de Saint-Camille. Plus de 460 000 spectateurs pour une recette de plus de 63 500 000 francs CFA. Voilà ainsi résumé la saison 2020-2021 en chiffres. Ma mémoire de jeune journaliste, je pense que c'est la meilleure saison que j'ai vécue dans le championnat national de première division en termes de production de jeux, en termes d'engagement et en termes de talent intrinsèque des joueurs. On a vu beaucoup de joueurs dans le championnat cette année qui sont sortis du lot, qui ont montré, qui ont forcer la porte de l'équipe nationale de par leur talent, de par leur philosophie et puis leur hargne. Avec les différentes rencontres entre les acteurs, ce qui a permis en tout cas un bon démarrage à l'exception bien sûr de la première journée. Alors l'enjeu était de taille dans la mesure où on sortait donc d'une élection au niveau de la fédération. Donc tous les regards évidemment étaient tournés vers les clubs qui avaient l'ambition en tout cas de se maintenir ou d'être champions. Face à la presse, le secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle de football n'a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles il a fait face durant la saison. Ces difficultés sont surtout liées au nombre de matchs en retard. Il y avait des difficultés pour gérer les matchs en retard. Dès la première phase, Salitas FC avait déjà 3 matchs en retard qu'il fallait gérer coûte que coûte avant la reprise de la deuxième phase. Et quand on a repris la deuxième phase, il y a eu encore des matchs en retard et c'est monté jusqu'à 6 matchs en retard. Ça nous a obligés à arrêter, à refaire le calendrier du championnat pour permettre de liquider tous les matchs en retard avant les 3 dernières journées. Problèmes d'infrastructure sportive et problèmes d'arbitrage obligent. Les 3 dernières journées ont connu une organisation assez particulière. Vous savez que les infrastructures sportives sont limitées et ce n'était pas facile de programmer ces matchs-là. Et tout le monde veut jouer sur les meilleurs terrains. Et nous avons tenu compte des enjeux en tête et en bas du tableau pour pouvoir programmer les matchs à enjeu sur les terrains, les meilleurs terrains. On a également renforcé la sécurité les 3 dernières journées parce que sur les terrains d'entraînement, ce n'était pas évident. Et on a également en tout cas faire le maximum au niveau de la Ligue et au niveau de la commission centrale des arbitres pour désigner les hommes qui étaient capables de gérer ces matchs à pression. Comme il fallait s'y attendre, les hommes de médias ont naturellement soulevé la question des feuilles de match et bien d'autres problèmes liés à l'organisation. Il y a eu pas mal de lacunes qui ont été commises, notamment au niveau, par exemple, un match qui débute 20 minutes, 30 minutes après, sans feuille de match. Vous pouvez imaginer des radios, des organes tels que les radios qui sont là, qui font le direct. Sans feuille de match, comment ces gens vont commenter le match? Et une fois, vous-même, télévision, vous avez débuté un match en direct sans feuille de match. Moi, je pense qu'à quelque part, les gens ne font pas leur travail. Il faut travailler à corriger cela. La qualité de jeu proposée par les 18 équipes est par contre saluée et cela est à mettre à l'actif des entraîneurs qui ont accepté de jouer le jeu. Les recalés sont Raïmo FC, l'Union sportive de Ouagadougou, Léopard de Saint-Camille et COSAF. Ils iront faire valoir leurs droits en 2e division.
La saison 2020-2021 est terminée. L'AS Fayenenga, vainqueur de la Coupe du Faso, et l'AS Sonabel, championne de Burkina, seront en campagne africaine. En attendant, les deux équipes sont attendues pour la Super Coupe AJSB le 5 août à Banfoura. Toujours pour parler du bilan de la saison 2020-2021 du Faso Foot, nous recevons le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, Abdoul Karim Ouedraogo. Bonjour. Bonjour madame. Voilà le bilan de la saison 2020-2021 du Faso Foot qui vient d'être résumé dans le reportage que nous venons de suivre. Est-ce que le directeur exécutif de la Ligue de football professionnel que vous êtes est satisfait du déroulement de la saison? Merci beaucoup madame de vous intéresser à nos activités. Et évidemment, en tant que secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, nous sommes satisfaits du déroulement de cette saison parce que c'est la première fois au Burkina que nous organisons le championnat de première division avec autant d'équipes. Il y avait 18 équipes et c'est la première fois aussi que nous avons un championnat où 4 équipes doivent descendre en deuxième division. Donc de la première journée jusqu'à la 34e journée, les matchs étaient comme des finales. Et donc, mais on a réussi à quand même organiser tous les 306 matchs du championnat de première division et les échos qui nous reviennent, même des équipes qui sont reléguées en deuxième division. Chacun est satisfait de l'organisation et chacun sait que le résultat n'a pas été lié à des problèmes d'organisation. Satisfaction de part et d'autre, mais il faut aussi souligner que cette saison de foot, Faso Foot a tout de même connu quelques violences dans les stades. Comment la Ligue prévoit éradiquer ces comportements qui ne respectent pas le public ou bien le supporter? Absolument, comme je vous ai indiqué, il y avait beaucoup d'enjeux dans le championnat qui faisaient que chaque équipe, et bien sûr les supporters, chacun voulait coûte que coûte gagner. Et ça pouvait soulever des passions et jusqu'à amener de la violence. Mais j'avoue que bon, c'est un travail que nous sommes en train de développer au niveau de la Ligue de football professionnel et de la Fédération burkinabé de football en général pour sensibiliser les acteurs, les supporters, les dirigeants et les joueurs parce que le football est très dynamique, les lois de jeu évoluent. Et souvent, les supporters ne sont pas au parfum de changements qui interviennent dans les lois de jeu. Donc, il y a un déphasage entre l'évolution des lois de jeu et l'appréciation des supporters. Et donc, il va falloir que nous utilisions, par exemple, cette trêve pour pouvoir faire le tour de toutes les ligues régionales pour sensibiliser tous les acteurs du football sur non seulement les changements qui interviennent dans les lois de jeu, mais aussi rappeler l'esprit de fair play qui doit prévaloir dans toutes les compétitions qui sont organisées dans le cadre de la Fédération burkinabé de football. Il y a aussi cette préoccupation qui est soulevée par nos confrères, le retard avec les feuilles de match. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Bon, ça c'est vrai, mais ce n'est pas sur tous les terrains. Il y a des terrains où, par exemple, la Ligue régionale, en réalité, les matchs sont organisés en collaboration avec les ligues régionales. Et il y a des ligues régionales qui n'ont pas tous les équipements qu'il faut, par exemple, sur les stades. Et donc, ça fait que souvent, ils sont obligés d'attendre qu'on finalise la feuille de match avant qu'ils élaborent la feuille de prêche, qu'ils aillent hors du stade pour pouvoir faire des photocopies revenues. Mais je pense que ça, c'est des petits problèmes que nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions, parce qu'il y a des stades qui sont déjà équipés de matériel informatique où les ligues peuvent directement tirer sur leur ordinateur, imprimer les feuilles de match au nombre voulu et puis distribuer aux journalistes. Mais sur certains stades, par exemple les terrains d'entraînement, bon, on ne peut pas imprimer sur place. Il faut que le secrétaire à l'organisation puisse se déplacer pour aller imprimer. Et souvent, ça peut occasionner des retards. Mais je pense que ça fait partie des initiatives que nous sommes en train de mettre en place pour éviter qu'il y ait ce genre de retard-là. Et c'est essentiellement lié aux 3 dernières journées où il y avait des matchs en simultané. Et vous savez qu'il y avait 11 équipes en première division à Ouaga, donc il se peut qu'il y ait 4 matchs qui se jouent en même temps à Ouagadougou. Et l'équipe de la Ligue qui a quand même du personnel limité ne peut pas déployer sur tous les terrains le personnel efficace pour pouvoir donner satisfaction. Mais je pense que c'est le problème avec le temps que nous allons résoudre parce que bon, les gens aussi ont l'expérience dans l'organisation des compétitions.
Merci, Monsieur Abdul Karim Ouedraogo, de votre présence sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel et vous êtes là pour nous fournir de plus amples informations sur le bilan de la saison 2020-2021 du Faso Foot. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci beaucoup. Hors de nos frontières et lutte contre le Covid-19, l'Afrique connaît une troisième vague de coronavirus avec le variant Delta qui se propage rapidement. L'Organisation mondiale de la santé tire sur la sonnette d'alarme. Elle déclare que l'augmentation des cas de Covid-19 en Afrique est extrêmement préoccupante. Suivant. L'Afrique n'est pas épargnée par la progression du variant Delta. Le continent est même une des zones où la situation sanitaire est la plus préoccupante. L'ONG Médecins sans frontières témoigne de ce qui se passe, par exemple, dans un hôpital qu'elle gère au Kenya. Depuis plus de 10 semaines maintenant, le nombre de patients Covid n'a cessé d'augmenter. Le taux de positivité hebdomadaire atteint un niveau record dans cet hôpital. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à cette troisième vague en train de toucher les pays africains. Le nombre de cas double toutes les 3 semaines, affirme l'OMS. Le variant Delta a été signalé dans 16 pays jusqu'à présent. Plusieurs pays ont décrété de nouvelles mesures de restriction. En Ouganda, un confinement d'1 mois et demi a été instauré. Dans la capitale Kampala, les vendeurs sur les marchés qui ne peuvent plus rentrer chez eux dorment entre les étals sous des moustiquaires de fortune. En Sierra Leone, un couvre-feu sera en place à partir de lundi pour une durée d'1 mois. Confinement partiel depuis ce jeudi en Tunisie, cela concerne notamment la capitale Tunis. Rassemblements interdits, couvre-feu étendu. On nous a dit que c'était pour 14 jours, mais à mon avis, 14 jours, ça ne suffit pas. Si vous voulez stopper la progression du virus, il faudra davantage. L'inquiétude des autorités sanitaires, c'est la fragilité des systèmes de santé. Les hôpitaux sont parfois submergés. Alors ici, comme ailleurs, les espoirs reposent sur la vaccination. Problème, les vaccins sont loin d'être aussi accessibles qu'en Europe ou aux États-Unis. À ce jour, sur le continent, seulement 15 millions de personnes sont entièrement vaccinées. C'est à peine plus d'1% de la population africaine. Le président sud-africain a récemment tapé du poing sur la table. On ne peut pas continuer à compter sur des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique, car ils ne viennent jamais, ils n'arrivent jamais à temps, et les gens continuent de mourir. Et de plaider pour la fabrication de vaccins sur le sol africain. Une première étape a été franchie avec la mise en place en Afrique du Sud d'un centre de transfert de technologie pour des vaccins à ARN messager. D'après l'OMS, qui appuie cette initiative, il faudra compter entre 9 et 12 mois pour que des vaccins sortent d'usines sud-africaines. Et c'est la fin de l'édition de la mi-journée de ce samedi. Merci de votre fidélité et bon week-end en compagnie des programmes de la RTB.